Début de ce bienvenue chez vous, après avoir écouté de la batterie, avoir fait cette petite pause, nous sommes toujours avec Maria Grazia de Passaparola, là, c'est le magazine italien. À ses côtés, l'excellent Denis Berche de l'Essentiel, que vous retrouvez la semaine prochaine dans l'Air du Temps, le préfet de région. Vous avez quelque chose à me demander? Oui, on en parlera juste après. Et Bakour Katan, qu'on ne présente plus, l'homme aux 1000 inventions. Alors nous sommes mis là, avant de parler cinéma tout à l'heure, avec un beau film qui s'appelle Au cul du loup. Je vous proposerai d'en parler longuement avec l'actrice principale qui sera notre invitée. Et le réalisateur, c'est dans à peu près 5-6 minutes. On y va, Bakour? On y va. Alors, nous sommes ici, sur cette table, où nous avons des milliards de choses. On va commencer. Ça, c'est très enfant, ce que vous avez mis devant Denis et Maria. Hein. Il semble d'être dans voilà, j'adore les enfants. Les enfants, c'est la beauté, c'est la vie, c'est... Voilà, c'est des tétines surtout, d'après ce que je vois, oui. Eh bien, parce que moi, j'adore protéger les enfants, parce que le problème, souvent, la maman, il est un petit peu embêté, laver la tétine, lâcher la tétine, c'est sale, c'est pas sale, on est en voyage, il est occupé, la maman, elle bosse, ou elle bosse pas, il est occupé par quelque chose, mais au moins, ça peut rendre service à toute maman. Ça veut dire quoi? Il ne faut plus laisser traîner ses tétines, c'est range tétines, ça? Alors, donc, il y a des ranges tétines, donc, au moins, on sait... Voilà. J'ai la chance d'avoir une caméra devant moi. Oui. Voilà, c'est un range tétine, on sait où poser la tétine, c'est agréable pour les enfants, et puis, surtout dans une chambre d'enfant, et surtout, c'est des tétines interchangeables. Voilà. Vous avez vu mes plans, Denis? C'est comme... Hein, c'est des tétines interchangeables, c'est agréable. Caméraman, s'il me veut, voilà. Vous voulez la caméra? Non, non, vous voulez la tétine? Comme ça, je vais la ranger. Sinon, par exemple, l'autre côté, par exemple, la maman, il est occupé, il n'a pas le temps de donner la totos à l'enfant, donc là, au moins, elle peut régler la hauteur. Et l'enfant, il est couché pour prendre la tétine. Voilà. Elle règle la position selon la hauteur désirée. Ça, là? Voilà. J'ai pas bien compris comment ça marche. Elle a donc... Attention, si vous bougez, vous n'avez plus de micro. Non, non, mais c'est pas grave, je ne veux pas bouger. Vous réglez la hauteur. Il ne veut pas bouger. Il n'y a plus de micro. Voilà. Vous réglez la hauteur. Ah oui, on ne vous entend pas. Voilà. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est pour les enfants. Maintenant, vous dites aussi, je bricole un peu, je fais de l'électronique, de l'électricité. Ça, c'est quoi? Pourquoi vous m'avez ramené ça? Alors, donc, le problème, le multiprise traditionnel, souvent le fil, quand il est coupé, on jette. Et quand on est en voyage, on est embêté avec. Donc l'avantage, celui-là, on peut voyager. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, on peut voyager facilement sans besoin de se casser la tête ou le câble. Ouais. Ça peut être vendu dans le monde entier. Mais ça, c'est et le jour, j'avais pas vu. Voilà, le jour le câble il est cassé, vous pouvez mettre n'importe quel câble d'un ordinateur ou de câble vous trouvez en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre. Il est adaptable pour toutes les prises du monde. D'accord. Mais Bakour, je suppose que c'est pas encore dans le commerce, c'est des prototypes. Ah non, il n'est pas dans le commerce, dans le but de trouver un industriel qui accepte de développer mes produits. J'ai compris. Là, c'est la prise. On est d'accord? Voilà. Donc là, on a la prise. Voilà, là, du côté, c'est quoi ça? Sinon, vous avez le deuxième multiprise. L'avantage, vous pouvez éteindre un par un. Bakour. Bakour, dans cette émission, c'est moi qui... Ah oui, excusez-moi. Sinon, on s'en sortira pas parce qu'on les questions, les trucs que je dois montrer. Voilà, donc ça, c'est un multiprise. Ça, c'est quoi? Un multiprise, vous pouvez éteindre un par un, plus un interrupteur général, plus un débranchement automatique pour faciliter pour les gens âgés. C'est un prototype aussi. C'est un prototype aussi. Ça fait pas de musique. Non, j'étais en train de... Alors, on va passer maintenant au truc comestible, si j'ose dire. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le verre à thé jetable, surtout pour les restaurants, tout ça. On ne sait pas où mettre le sachet du thé. Ah oui, on met le sachet à gauche, on met l'eau, on boit et après on jette. Et ben voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne idée. Voilà, donc... Qu'est-ce que j'ai... Et ça, pourquoi vous m'avez ramené des boîtes de sel maintenant? Les boîtes de sel, parce que souvent, les mamans, surtout c'est toujours les mamans, les orientaux, on prépare, quand on va préparer le couscous ou je sais pas quoi, on a les mains bourrées de graisse, et là, on ramène les saletés à l'intérieur, et puis on rajoute... c'est une question de protéger le sel. Voilà. Donc, plutôt qu'on mette tous nos doigts là-dessus, voilà. Vous avez inventé un système. Alors, voilà, ça, c'est ce que vous voyez d'habitude. Et ça, c'est ce que vous trouvez traditionnel. Et là, vous avez juste à tourner facilement par l'extérieur. Voilà, du coup, on touche rien. Voilà. Et donc, ça reste un petit peu propre. Donc, après, j'ai fait pour les ketchup. Pardon? C'est le même bouchon que pour les Daphne. C'est quoi les Daphne? C'est ce qu'on donne aux poissons rouges. Voilà. Donc pour les ketchup, la même chose que j'ai fait pour les ketchup. Celle-là, la boîte. Donc souvent les gens, ils tapent le ketchup ou le mayonnaise et il est là en face de vous. Ah, pardon. Voilà. Donc j'ai fait une ouverture très facile. Ça permet de vider facilement. Je vous explique. Normalement, ça c'est une bouteille de ketchup. Donc souvent, quand le ketchup reste, on fait ça.
Mais non, Bakour s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on doit faire ça pour faire tomber le ketchup qui est au fond de la bouteille? Eh bien, il a trouvé une petite trappe, c'est tout bête. Hein. Vous ouvrez et du coup, le ketchup sort. Ah, ça c'est bien, vraiment. Franchement. Ouais, franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais là, oui. fallait penser. Alors là, je dis quand même bravo Bakour. Merci, c'est gentil. En général, en plus, quand tu fais comme ça avec le ketchup, il finit invariablement sur la chemise. Et puis, on risque de salir carrément le plafond. Oui. Et moi, les derniers jours, quand c'est presque terminé, je le mets toujours au contraire. Comme donc ça. voilà pour le faire. Et là, du coup, vous pourrez le laisser comme ça et juste appuyer là. Ça, c'est toujours pas dans le commerce? Eh ben non, je cherche toujours. Hein. C'est pour ça que je suis là, dans le but de trouver un industriel honnête qui accepte qu'on travaille en partenariat. Honnête, oui. Denis, vous ne pouvez rien faire pour la bouteille de ketchup? Moi, je connais que des industriels malhonnêtes. Oh, ça va. Eh ben, c'est ça ce qui m'intéresse. Ça, c'est la cuillère à thé. Donc, vous mettez votre sachet de thé, vous tournez, et puis vous mettez au bord d'un verre. Ah oui, ça je vois aussi. Mais ça reste un prototype. Et voilà, on arrive à la fin. Et on va dire merci Bakour. On va remercier également Maria pour passer sa parole. Là. Donc on a bien compris qu'il y avait la fête Made in Italy. C'était 15 et 16 septembre. Tout le jour à la Lux Expo à Kirchberg. Donc là, il y aura tout l'Italie, quoi. Tout l'Italie, vraiment. Tout le mieux de Luxembourg. Oui, et les Italiennes, mais j'espère même des autres étrangères. Je pense qu'il y aura une certaine ambiance. Oui, oui. Ah, il faut y être, quoi. Il y a la fête. Il y aura la fête. Aussi bon, il y a des artistes, oui, il y a quand même des artistes. Il y aura un concert gratuit au conservatoire, merci de l'avoir rappelé, le soir à 8h, le samedi soir, oui, voilà. Je sais tout par corps, l'entrée c'est gratuite, il faut seulement réserver. Les chansons italiennes, elles tournent beaucoup autour de l'amour, hein, vous avez remarqué, Maria? Oui, pardon? Les chansons italiennes. Jean-Luc, vous pourriez peut-être chanter? Non, toutes les chansons du monde. L'amore comincia tu, chi non lavora non fa l'amore. Non, mais là, c'est pas chanter, vous citez des chansons, vous pourriez peut-être... On a un peu de chance en ce moment et un peu de répit avec le temps. Je crois que c'est bien. Un jour, on chantera toutes les chansons d'amour italiennes. C'est vrai? C'est promis, tous les deux. En duo. C'est promis, hein? Je vais m'amuser, voilà. Jaloux. Ah, c'est bien. Voilà, on va chanter. Merci Bakour. Merci on à vous donne rendez-vous la semaine Merci prochaine parce que à maintenant, vous savez que vous allez venir régulièrement dans cette émission. D'ailleurs, on a prévu, on a des containers complets pour accueillir la Bakour Production. Voilà, ça sera avec plaisir. Denis, la semaine prochaine avec vous. Maria, merci. À très bientôt. Voilà, Dans cette à très émission. bientôt. Merci à Et vous. là, on va enchaîner. On va parler d'un film qui est déjà sorti. Il est sorti il y a quelques jours déjà. Et on va justement vous proposer de partir justement entre la Belgique et la Corse. Et vous voir, c'est une très jolie histoire qu'on va développer maintenant. Allez, on y va. Jingle et c'est parti. Suite donc de ce Bienvenue chez vous, nous avons deux invités aujourd'hui. Christelle Cornille, bonjour. Bonjour. Et Pierre Duculot qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avec nous pour la sortie de ce film Au cul du loup. Alors c'est une expression qui veut dire quoi? Au milieu de nulle part, c'est au bout du monde, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est au bout du monde, c'est la meilleure traduction. C'est une expression qu'employait une amie à moi qui vit en Corse, et quand on allait se promener dans des coins et qu'on connaît absolument pas, vraiment, elle disait, mais tu pars au cul du loup. Donc c'est resté, oui. Alors ce film-là, c'est un film qui est sorti il y a quelques jours, c'est votre premier long métrage, c'est votre premier vrai grand rôle, hein. J'ai l'impression, parce qu'on vous connaît bien, on vous a vu dans pas mal de films, mais on vous a vu malheureusement qu'en second rôle pas suffisamment, enfin à mon goût, hein, suffisamment beaucoup. Donc vous avez joué notamment, bon alors on vous a vu certainement dans les aventures du fameux Marsupilami, mais ça c'était il y a quelques temps. C'était vraiment très, OSS 117 aussi. Sur Sourire aussi, vous avez un rôle un peu sympa. Et puis Mr Nobody. Vous avez commencé par un maigret, c'est ça? C'est d'après ce que je sais, c'est juste? Ou c'est le vélo de Guylain Lambert? Non, c'est le vélo de Guylain Lambert qui était mon tout premier. Avec le célèbre Benoît film, ouais, tout à fait. Quel courage. Ouais, c'était un plaisir, vraiment. Franchement. Mais c'était un beau film, le vélo de Guylain Lambert. Je trouve que. Ouais. C'est un très beau film sur le monde du vélo et sur les gars qui gagnent jamais, sur quelque chose qui est spécifiquement belge. Moi, j'aime bien ce film, oui. Vous êtes avec nous donc aujourd'hui pour parler de ce film. On va regarder la bande-annonce, après on va planter le décor et on va en parler. D'abord, mesdames, messieurs, voilà de quoi nous allons parler pendant maintenant presque un quart d'heure. Je sous-signé Palma Mastrantonio lègue pour ma petite-fille Christina une maison à Mausoleo, canton d'Olmicapella, département de Haute-Corse. Tu sais, si je vendais cette maison sans aller la voir, j'aurais l'impression de trahir ma grand-mère. Tu vas faire quoi? Tu vas la garder? Je reçois une maison, j'ai envie d'être sûre que je fais pas une bêtise en la vendant. Merde, je peux prendre une décision moi-même une fois dans ma vie, non? Je veux juste qu'on fasse pas un truc qu'on regrette toute notre vie, c'est tout. Vous êtes sûr que c'est celle-là? Oui. Remettre tout ça en état, ça va coûter. Comment ça, un caprice? Enfin, je vais pas attendre 100 ans que tu te décides, quand même. Et vous comptez rester comme ça longtemps, là? On va recommencer. Si je veux payer l'entrepreneur, il faut que je me trouve un boulot. Et vite.
Ariane, Christina. Oh, il a raison, ton père. C'est loin de tout, mais c'est beau. T'as dit ça? Ouais. Donc, pour planter un petit peu le décor, Christina, c'est donc vous qui l'interprétez, vit à Charleroi, dans le pays du charbon. Hein, c'est un peu sombre, c'est un peu. Et puis les parents sont d'origine italienne, donc soit ils sont maçons, soit ils tiennent pizzeria. Elle tient une pizzeria. Vous avez un copain, et un jour, bien votre grand-mère disparaît, elle vous laisse en testament, enfin juste un testament, il vous lègue sa maison en Corse. Alors la famille qui a peu besoin de moyens dit mais vends ça, qu'est-ce que tu vas t'embêter avec une maison en Corse? Et vous dites non, parce que j'ai envie de voir pourquoi ma grand-mère m'a laissé ce legs. Et l'histoire commence où on voit quelqu'un de têtu, mais qui sait ce qu'elle veut, parce que là elle tient peut-être l'occasion de changer sa vie. C'est un très bon résumé. Ah. Surtout pour un professeur, pas vrai, c'est ça. Oui. Comment on se met dans la peau? Parce que là, comme vous portez tout est sur vous. Hein. Tous les acteurs autour de vous sont des gens qui jouent vraiment très bien. Mais bon, c'est vous qui portez quand même le film. Il faut quand même s'approprier ce rôle. Il y a deux choses. Il y a la collaboration avec Pierre. Donc on se connaît, nous, depuis 7-8 ans. On a fait déjà 2 courts-métrages ensemble. Et puis on a énormément échangé sur le film et beaucoup parlé, discuté, lu ensemble le scénario, incarné des personnages pour voir comment les choses se mettaient en place. Donc ça, c'est la première partie du travail qui permet déjà de vraiment bien rentrer dedans. Et puis il y a tout le partage de nos parcours personnels. C'est pas du tout mon histoire, c'est très différent de ce que j'ai vécu. Mais j'ai un lien très très fort avec mes grands-mères, dont une des 2 n'est plus là aujourd'hui. J'ai un lien très fort avec l'ancienne maison de ma grand-mère qui a été revendue entre-temps. Donc c'est des choses dont je peux me sentir proche et je sais que je peux aller puiser dans mon vécu personnel pour travailler. Après, bon, ça fait 10 ans que je suis comédienne et il y a plein d'outils aussi que j'ai à ma disposition. Et ça se voit. Et voilà, tant mieux. Ce film a été primé plein de fois. Vous l'avez présenté à pas mal de festivals et c'est plutôt de retour très satisfaisant. Pour un premier long métrage, vous avez fait des cours, Christelle le disait, mais c'est votre premier long métrage. Quand même. Oui, c'est primé plein de fois, ce serait excessif de le dire. Il a eu quelques prix par-ci par-là. J'en ai vu au moins 3. Oui, tout à fait, mais il a eu aussi beaucoup de sélections. Et un peu partout, y compris, bon, moi je pense que c'est une histoire très, je croyais au début très belgo-belge qui parlerait un peu aux Corses puisqu'on était en tournée à partir chez eux, et on a vu le film partir au Québec, on a vu le film partir au Brésil, dans des pays où on ne s'attendait pas à ce qui circule, et puis maintenant, à notre surprise, parce qu'on n'avait même pas prospecté, un distributeur allemand a demandé le film, il a fait presque 100 000 entrées en Allemagne, à ce jour, et c'est pas fini. Donc il y a eu quelque chose qui prouve que finalement toutes ces histoires de transmission, de recherche de son identité aussi, peuvent parler un peu partout et à tout le monde. Oui. Et donc, pour moi, c'est une bonne surprise. Et ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est que les prix qu'on ramasse, généralement, c'est des prix du public. Donc ça veut dire que je crois quand même que les films sont faits pour être vus et partagés. Je préfère ramasser le prix du public que le prix de l'Union de la critique de la Basse-Sambre. Oh, bien. Oui, c'est un film qui a été fait pour les gens. C'est clair que c'est Alors, l'idée de Pierre. on parle beaucoup d'images, tout ça, mais je pense que la musique aussi apporte un plus au film parce que elle a aussi cette réminiscence là qui nous replonge dans un univers un peu pas angoissant, mais on sent que voilà, il faut qu'on sorte de là. Vous voyez, vous quittez un pays qui est quand même noir, avec tout le respect que j'ai pour les gens de Charleroi que je connais bien, mais c'est plutôt sombre. Et puis lorsqu'on arrive en Corse, on voit d'un seul coup un paysage très lumineux, le soleil. Enfin, même si vous habitez votre grand-mère habitait dans un village de 12 habitants, c'est vous dire les soirs de fête comme ça va être difficile à circuler. Mais effectivement, on sent quand même la différence. C'est voulu ça. Oui, il y avait tout à fait. J'avais envie de marquer ce contraste entre la Belgique et la Corse. Mais je voulais plus jouer sur le fait que quand on est dans la région où on tourne dans le Hainaut, ça pourrait être le nord de la Lorraine, ça pourrait ressembler à Longwy, il y a toujours un bruit permanent, il y a toujours un bus qui passe, il y a toujours un train qui est pas loin, il y a du monde, il y a des bruits de voitures. Les univers sont finalement même intérieurs assez oppressants, du coup les gens ont tendance à pas y mettre trop de lumière non plus aussi. Et d'un coup, quand on arrive en Corse, c'est le respire, le paysage est grand. Maintenant, j'ai par contre essayé de casser un peu l'idée d'un climat qui serait le crachin belge. On s'est dit, on fait la météo qu'on a. S'il fait beau en Belgique quand on tourne, il fera beau.
ça a été plutôt moyen. Et s'il fait dégueulasse en Corse, c'est parce qu'on a souhaité. Le scénario écrivait que quand elle y va, elle souffre de la chaleur. Il se trouve que nous, quand on y a été, on a eu quasiment de la pluie tout le temps, on a eu le froid. Quand il n'y a pas de pluie, c'est parce qu'il y a de la neige. Donc voilà, on s'est adapté à ça. Mais la Corse, c'est beau, mais c'est rude. C'est rude quand le cagnard vous tombe sur le crâne et que vous êtes sur un sentier à 400 mètres d'altitude. C'est rude quand en plein hiver, 2 mois par an, certains villages, on ne sait pas si on va passer le col pour aller faire les courses parce qu'on ne sait pas si la neige aura été dégagée ou pas. C'est un territoire. En même temps, on comprend bien que l'héroïne, qui finalement quitte sa Belgique natale pour aller là-bas, se rend compte aussi que même si on voit bien que les portes s'ouvrent petit à petit, c'est pas gagné d'avance, il y a quand même une vraie solidarité parce que vous représentez quelqu'un de vrai. Je pense qu'ils comprennent que vous venez pas pour s'approprier quelque chose qui ne vous appartiendrait pas, mais que vous êtes un peu le prolongement de la grand-mère qui était aimée. Oui, tout à fait. Enfin, ça se comprend assez vite parce qu'elle va aussi vers les gens et elle échange avec eux. Elle n'arrive pas non plus en mettant des distances et en prenant position ou en prenant sa place. Elle arrive assez fragilisée. Je pense que ça se sent et donc les gens sont sensibles à ça. Mais il y a aussi le fait, effectivement, que dans ces villages-là, ils ne voient pas beaucoup de monde. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, il y a quand même une curiosité, un intérêt pour la personne qui arrive. Et c'est vachement courageux pour une nana seule d'arriver là. Et bon, tout le monde ne l'a pas vu arriver, mais quelques-uns l'ont vu arriver et ont bien vu qu'elle n'était pas équipée pour et qu'il y avait certainement un coup de tête là derrière. Donc il y a quelque chose du Et vous manque même courage. Des bottes. Regardez l'extrait qu'on a choisi. Bonjour. Alors, le brouillard se dissipe. Ça fait longtemps que je dors. 4 heures sur le divan, mais vous aviez commencé sur le bar de la Tornade. Avec le boucan qu'il y avait, c'est pas sans mérite. Il y a des bottes dans la grange. Vous savez, ma grand-mère, elle travaillait pour des bergers ici pendant la guerre. C'est Flora qui m'a raconté. Elle montait chercher les fromages dans les estives. Ça se fait encore, la transhumance? Moi, je le fais encore. L'été ici, tout est sec. Elles n'ont rien à manger. Ils descendaient des villages et puis ils se réunissaient ici avec les bêtes. Et puis ils montaient vers les estives. C'est loin? Juste après le pont, c'est tout droit. Il y en a pour 3 heures de marche. Enfin, 3 heures de marche pour un bon marcheur. Vous retapez ça chaque fois? Non, là on fait une partie en 4x4, après il reste quelques centaines de mètres. Ils doivent être contents, les écolos. Il n'y en a pas des écolos. Là, ils se baignaient avant de monter. Là-haut, il y a très peu d'eau et puis il y a les glaciales. Vous arrivez à rentrer là-dedans? Alors, en été, il y a moins de courant et puis l'eau est plus chaude. Faut être sûr que votre grand-mère, elle s'est baignée là. L'eau courante, elle n'est arrivée que dans les années 60. Alors les douches, les baignoires, tout ça, c'est une autre histoire. Jusque dans les années 80. Là, on le découvre et on sent quand même qu'il se passe quelque chose entre vous. C'est-à-dire que, tout au long du film, on va voir qu'il sera là dans les moments où vous aurez besoin de lui. Même sans que vous lui demandiez, non? Oui, tout à fait. C'est un peu comme, enfin, il apparaît un peu comme un ange gardien au départ, mais en même temps qui garde une distance, sans doute quelqu'un à qui on la raconte pas, qui a déjà vu des gens débarquer là. Mais chez cette fille, il y a quelque chose de différent. Ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a cette forme de courage qui quand elle monte comme ça pour aller le rejoindre, c'est quoi? C'est de la curiosité ou c'est de l'amour? C'est un mélange de plein de choses, je pense. Je crois que à ce moment-là, je ne vais pas en dire trop pour que les gens puissent. Enfin, voilà, je ne veux pas en dire trop sur l'histoire. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses qui se passent chez Christina. C'est qu'à un moment donné, elle abandonne tout pour aller vers un ailleurs qu'elle ne connaît pas. Et elle se raccroche évidemment à la sympathie de certaines personnes, dont notamment Flora qui l'héberge et dont Pascal aussi. Il y a quelque part un défi aussi de se dire je peux le faire, je peux y aller. Il y a le fait de retourner sur les traces de sa grand-mère qui a fait ce chemin, qui s'est baignée dans cette rivière, sans doute d'après ce qu'on lui raconte. Et elle est dans un espèce de moment où tout à coup tout est possible. Elle a 30 ans, elle a tout quitté, elle a tout plaqué. Elle se sent enfin seule et indépendante et il y a cette liberté de le faire. Alors au départ, la famille est contre, puis petit à petit, elle vient quand même vous voir. Je ne vais pas raconter non plus tout le film, il se passe des choses. Et puis, on va dire que
cette maison, finalement, elle permet à chacun de reprendre un peu son rôle. C'est-à-dire vous, votre liberté et votre façon de penser, vos parents de voir ça différemment, et une maman qui découvre peut-être à travers vous aussi d'autres choses qu'elle aurait peut-être aimé découvrir avant. Et puis vous avez un papa qui est, bon, je vais pas raconter lui, mais non, vous allez comprendre. On en dit beaucoup déjà. On en dit déjà beaucoup. Bon, alors je vais arrêter là. J'ai une question pour vous, parce que je voudrais surtout que vous me la faisiez en couleur. Celle-ci, c'est quand on demande à Pierre si sortir d'une université plutôt que d'une école de cinéma peut porter préjudice, vous répondez? Non, je crois pas. Moi, non, vous répondez pas ça. Vous répondez? Les frères Dardenne, il y a un paquet de cinéastes belges qui ne sont jamais sortis d'école de cinéma, à commencer par les frères Dardenne, par Bouli Lanners et par plein d'autres. Il y a une phrase de mon papa que j'aime bien qui dit « Les études, c'est pour ceux qui savent rien faire d'autre ». Si on y réfléchit bien, c'est pas tout à fait faux. Alors, c'est qui? C'est le professeur, le journaliste, c'est qui parle là? Pourtant, comme j'en ai fait beaucoup d'études, donc j'ai pas beaucoup de... C'est une assez mauvaise autojustification. En fait, je crois qu'on va un peu où le vent vous guide et où la curiosité vous pousse. Moi, j'ai fait un parcours très, très biseauté. J'ai commencé en étant prof et en faisant des ciné-clubs avec des étudiants. Puis j'ai travaillé pour des festivals de cinéma via ce biais-là. Puis j'ai rencontré les cinéastes, j'ai fait un peu de scénario. Je ne me voyais pas réalisateur, je ne l'avais pas prévu, c'était pas mon envie particulière. Il se trouve que quand j'ai commencé à prendre goût, j'ai voulu aller voir jusqu'au bout. Donc pour l'instant, ce bout, ça m'a amené à faire un long métrage. Maintenant, j'ai vraiment pris goût. Je crois que je vais essayer de continuer à en faire. C'était ma question, parce qu'une fois qu'on a goûté et que le résultat est plutôt pas mal, on a quand même envie de poursuivre l'aventure. Il y a deux envies qu'on a, c'est de continuer à en faire. Et puis une fois qu'on l'a fait, on dit maintenant qu'on l'a vu, je vais le refaire tout à fait différemment. C'est vrai, les trucs que j'aurais pas dû faire, je vais les faire mieux. Oui, mais là, c'est un premier film avec, oui, c'est voilà, avec un budget qui doit être certainement raisonnable et pas... Voilà. Il est petit, dirons-nous. Voilà, c'est pas une super grosse production avec des trucages et des machines. En même temps, il y a plein de gens qui nous demandent la suite, donc pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, mais non, mais en plus... Non, c'est une blague, je pense que le film se tient vraiment, enfin... Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de continuer à suivre les personnages et à voir ce qu'ils deviennent. Qu'est-ce qu'ils vont devenir après? Parce que moi, j'aime bien les films à fin ouverte, donc sans raconter la fin, on peut dire oui, d'accord. Après, tous ces personnages arrivent à un état de situation où... Elle hérite une pizzeria en Belgique, elle se dit, elle va... Est-ce que je vais pas aller savoir. Donc tout ça, j'ai envie que ça reste ouvert pour les gens, vraiment. C'est une bonne idée. Ouais. C'est une bonne idée. C'est quoi la suite pour vous après ce long métrage? Vous allez enchaîner? Il y a des choses qui se passent. C'est assez calme en fait. Donc je suis un peu dans une période où maintenant qu'on m'a vu là-dedans, on n'ose plus trop, en tout cas en Belgique, me proposer de plus petits rôles. Mais en même temps, c'était mon fonds de commerce avant de faire des seconds rôles. Donc je suis dans une période assez calme. J'ai très envie de développer aussi des projets personnels et j'y travaille. Je trouve que la Belgique, il y a quand même plein de talents. Enfin, moi, j'ai eu la chance de faire de la télévision avec nos amis belges pendant de nombreuses années. Il y a quand même beaucoup de talents et c'est un peu étonnant que parfois, et je prends une de vos phrases, lorsqu'on utilise des comédiens belges pour faire des courts-métrages et qui sont vraiment bons, on est après chercher des acteurs français pour remplacer les acteurs belges. Voilà, mon film sort pas en France, il sort grâce à la productrice qui a décidé qu'on allait quand même le montrer d'une manière ou d'une autre. Et une des raisons que les distributeurs nous ont sorti, c'est qui est-ce qui est connu dans votre film, qu'est-ce qu'il y a comme casting. Alors bon, c'est un film classique, relativement sage, sans casting connu. Donc, que fait un jeune réalisateur belge quand il fait un long métrage? C'est se dire, comme je coproduis avec la France, prenons des acteurs, entre guillemets, au moins vendables pour les télés françaises. Moi, j'avais pas envie de ça, puisque j'ai fait mes courts-métrages. Moi, je suis pas sûr qu'il soit moins vendable pour les télés françaises. Ça, c'est un film qui passera très bien. Oui, il passera très bien. Les gens vont l'apprécier parce qu'on en a la preuve et que c'est vraiment un film pour le public. Le problème, c'est qu'il est moins glamour à vendre et que donc les gens qui s'occupent de ça, les distributeurs, seront plus frileux et vont moins se dire, allez, on mise là-dessus. Heureusement qu'en France, il y a des gens comme Michel, vous savez, du Caméo, qui vous a accueilli et vous avez pu projeter. Lui, il fait énormément de choses. Donc, je suppose qu'en France, il doit y avoir plusieurs Michel qui permettent aussi aux gens de découvrir des films. Ce sera la circulation du film va se faire comme ça. On va trouver les Michel dans tous les départements, les uns après les autres, et il faut parfois mieux faire une séance bien promotionnée de 200-300 personnes dans une petite ville que de le sortir en salle à la sauvette dans cette ville 15 séances sans promotion et il va faire... Vous avez bien raison. Donc voilà, on va travailler sur la longue durée, ça. On va travailler avec des comités d'entreprise, on va travailler dans les festivals et je pense qu'on fera du monde à l'arrivée, mais c'est vrai que c'est un combat aussi. Quand le film est fini, quand le dernier jour de tournage, on se dit ça va, maintenant je passe au suivant. Ça, il faut oublier. D'abord, on va le post-produire pendant 6 mois et on est à toutes les phases de l'opération. Et puis après, la promotion... Il y a le service après-vente. Ah oui, mais pour moi, c'est d'abord, j'aime bien rencontrer les gens et expliquer ce que je fais. Ça, je trouve ça chouette. Mais en plus, à un moment donné, si on reçoit autant... Parce que tous les films européens se font avec de l'argent public, avec de rares exceptions près, on est un peu comptable de cet argent. C'est à nous de nous battre pour que cet argent que le contribuable nous a donné, tout le monde, le plus de gens possible, puissent en bénéficier, que ce film aille toucher les gens.
Le cinéma, c'est de l'art et de l'industrie. J'ai un peu de mal parfois à voir des gens faire des films à 7, 8, 10 millions d'euros en disant moi, c'est mon œuvre et de toute façon, si personne n'y va, c'est pas grave. Ah oui, d'accord. Moi, ça me dérange. Je vois de quoi vous voulez parler. Merci Pierre Duculot d'être venu nous voir. Bon courage pour la suite. Merci Christelle Cornille. Merci beaucoup. Avant de se quitter, je propose qu'on revoie la bande-annonce une dernière fois. Et j'étais vraiment ravi de vous rencontrer tous les deux. Donc vous êtes ici chez vous. Vous êtes ravi d'être là. C'est très sympa. Merci. Merci. Je sous-signais Palma Mastrantonio lègue pour ma petite fille Christina une maison à Mausolée, au canton d'Olmicapella, département de Haute-Corse. Tu sais, si je vendais cette maison sans aller la voir, j'aurais l'impression de trahir ma grand-mère. Tu vas faire quoi? Tu vas la garder? Je reçois une maison, j'ai envie d'être sûre que je fais pas une bêtise en la vendant. Merde, je peux prendre une décision moi-même une fois dans ma vie, non? Je veux juste qu'on fasse pas un truc qu'on regrette toute notre vie, c'est tout. Vous êtes sûr que c'est celle-là? Oui. Remettre tout ça en état, ça va coûter. Non, c'est un caprice. Enfin, je vais pas attendre 100 ans que tu te décides quand même. Vous comptez rester comme ça longtemps, là? On va recommencer. Si je veux payer l'entrepreneur, il faut que je me trouve un boulot. Et vite. Bonjour. Ariane, Christina. Oh, il a raison, ton père. C'est loin de tout, mais c'est beau. T'as dit ça? Ouais. Eh bien voilà, on arrive à la fin de ce Bienvenue chez vous. Vous le savez, version maxi maintenant. Dites-nous ce que vous en pensez sur Facebook. N'hésitez pas, allez-y, laissez-nous des messages, on vous répondra. On pourra même vous prendre en direct dans ces émissions. Vous pourrez intervenir et discuter, commenter avec nos chroniqueurs si vous le souhaitez. Maintenant, nous allons jouer. Comme tout au long de cette semaine, vous le savez, on vous offre des places, des tours de manège pour aller à la Chaubourg-Foire qui a lieu jusqu'au 11 septembre à Luxembourg, place du Glacis. Alors, si vous avez envie de vous faire plaisir, nous avons un carnet. Dans ce carnet, il y a 10 places, 10 tours de manège que les forains et que R vous offrent. Alors, si vous souhaitez gagner justement un de ces carnets, il suffit simplement de répondre à une question. Quelle est l'édition de cette foire? Quelle est l'édition? Est-ce que vous êtes capable de me dire, de répondre à cette question? C'est la 40e foire de Luxembourg. On en a parlé longuement. Je pense que vous avez la réponse. Je ne vous ferai pas de proposition, je vous demande juste une année. C'est la 40e édition de cette Chaubourg-Foire. Vous avez la réponse, participez à notre tirage au sort sur r-tv.tv. Passez une excellente soirée. On se donne rendez-vous bien sûr demain pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye. Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande.